Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? Il suffit selon moi de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour qu'il soit interdit d'écrire. Le cinéaste René Alliot a découvert Rilke à l'âge de 20 ans. Il a trouvé dans ses livres la réponse aux questions qu'il se posait alors. Réaliser un film sur Rilke était pour lui une évidence, le retour à l'écrivain dont les textes l'ont fondé. La maladie et la mort l'ont empêché de mener à bien son projet. Ce film lui est dédié. Tout semble nous rendre secret. Regarde. Les arbres sont. Les maisons que nous habitons restent debout. Nous seuls passons devant les choses tel un mouvement de l'air. Et tout s'accorde pour nous taire, peut-être par honte, peut-être aussi dans un espoir indicible. C'est un jeu. On écrit son nom sur une feuille de papier. On la plie à cet endroit alors que l'encre est encore fraîche, puis on la déplie et on lit son destin dans une tache d'encre. 1912. Quand il commence à écrire les élégies de Duino, un cycle de 10 poèmes dans lequel il voit l'aboutissement de tout son travail antérieur, Rilke a 37 ans. Il mène une vie solitaire, entièrement vouée à l'écriture, une vie errante, sans famille, sans maison. C'est un choix qu'il a fait, il ne veut rien posséder. Rien sauf la langue allemande, mais une langue allemande qui n'appartient qu'à lui. « 1914. Des soldats allemands partent au front. On dit à l'époque que chacun d'eux emporte dans sa musette un exemplaire du Chant d'amour et de mort du cornette Christopher Rilke. Un poème de jeunesse dans lequel Rilke chante les aventures d'un de ses ancêtres, jeune porte-drapeau parti guerroyer contre les Turcs, trouvant l'amour le soir et la mort le matin. Dès sa publication en 1906, le cornette fut un extraordinaire succès de librairie. La guerre transforme le succès en triomphe, mais ce triomphe repose sur un énorme malentendu. Le plus célèbre des poètes allemands rejette totalement l'Allemagne, qu'il considère au mieux comme un pays étranger. Depuis plus de 10 ans, il refuse d'y vivre, fait le choix de l'exil. Un écrivain allemand m'a un jour carrément sommé de justifier mes constants séjours à l'étranger. Il m'était impossible de lui donner toutes les raisons. Je me bornais à lui dire que lorsque je travaillais, je ne supportais pas d'entendre autour de moi l'allemand, parler le plus souvent si mal, si paresseusement, mais que je préférais me trouver entouré d'une autre langue qui me fût familière. 1875. Rilke naît à Prague, capitale de la Bohême, province de l'Empire austro-hongrois, une colonie. La population tchèque vit sous la domination d'une petite minorité allemande, renfermée sur elle-même, séparée du pays par une double barrière de classe et de langue. Allemand de Prague, allemand en pays étranger. René Maria est enfant unique. Son père, ancien officier de l'armée austro-hongroise, est fonctionnaire des chemins de fer. Sa mère, toujours vêtue de noir, est une catholique dévote qui écrit des poèmes. De toutes les photographies que Rilke a gardées de son enfance, aucune ne le montre jamais avec elle. Chaque fois qu'il me faut revoir cette femme égarée, irréelle, sans lien avec rien et qui ne peut vieillir, je crains de n'être pas encore assez loin d'elle, de garder encore quelque part en moi des mouvements qui soient l'autre moitié de ses gestes étriqués. Dire que je suis néanmoins son enfant, que de cette paroi déteinte et détachée de tout, quelque porte dérobée à peine visible a été mon accès au monde, si pareille porte peut jamais y donner accès. En 1885, les parents de Rilke décident de se séparer. Le père ne peut s'occuper seul d'un enfant de 10 ans. Il sera mis en pension.
C'est le premier grand départ. Accompagné par sa mère, René quitte Prague pour le collège militaire de Saint-Polten. Il y restera 5 ans. Ces années d'école militaire entreront Rilke jusqu'à la fin de sa vie. Il y verra la source de toutes ses angoisses et de toutes ses terreurs. Quelques années plus tard, il écrira un court fragment évoquant une terrible leçon de gymnastique où le plus faible de la classe surprend ses camarades en grimpant à la corde comme il ne l'avait jamais fait, puis les étonne encore plus en mourant aussitôt. Il commence à écrire pendant sa dernière année d'élève officier. Il a alors 16 ans. Il en a 19 quand il publie ses premiers poèmes. Des vers au goût du jour, pleins d'effusion et de sentiments. Sa préhistoire, qu'il reniera par la suite totalement. Mais en 1886, le public apprécie et le jeune poète pragois ne doute de rien, ou presque. Dans une notice qu'il rédige alors pour un almanach de poètes allemands, il décrit l'éventail de sa production, pièces de théâtre, nouvelles, essais, poésie lyrique, psychodrame, critique, etc. Puis il formule ses espoirs et ses craintes. L'espoir, la joie dans la création. La crainte, devenir fou, car il est irrité, dit-il, d'une constitution nerveuse déplorable. Mère, c'est toi qui le façonna petit, c'est toi qui le commença. Pour toi, il était neuf. Au-dessus de ses yeux nouveaux, tu fis pencher un monde bienveillant, tu en défendis l'accès aux étrangers. Hélas, où sont les années où ta main silhouette suffisait pour le garder des vagues du chaos? Que ne lui as-tu épargné ainsi? La chambre, devenue hostile dans la nuit, tu l'apprivoisais. Ton cœur, plein de refuge, mêlait son espace humain à l'espace nocturne. Quel tendre pouvoir tu avais, rien qu'en te levant. Son destin se sauvait derrière l'armoire. Son avenir inquiet se coulait dans un léger mouvement du rideau. Et lui-même, allégé, étendu sous la veillée de ta forme légère, au seuil du sommeil, délirait de douceur. Il semblait protégé. Mais dedans, qui veillait? Qui endiguait au-dedans les flots de l'origine? L'imprudent dormeur, dormant, rêvant, fiévreux, comme il s'abandonnait. Lui, le nouveau, le timide, comme il était emmêlé dans les lianes toujours plus envahissantes de ses mouvements intérieurs. Déjà s'enlaçait en dessein aux croissances étouffantes figures de bêtes obsédantes, comme il s'y donnait, les aimait. Aimait son intérieur de terre sauvage, ses forêts au fond de lui-même et au-dessus de l'abîme. Clair se tenait son cœur. Aimait. Il l'abandonnait pour suivre ses propres racines, loin, jusqu'aux puissantes origines là-bas, où sa minuscule naissance était déjà vécue. Toujours aimant, il descendait dans le sang plus ancien, dans les gouffres où gisaient, gorgés d'ancêtres, l'effrayant. Et chaque chose terrible le reconnaissait complice en clignant des yeux. Oui, l'horrible souriait. Rarement, Homère, ton sourire fut si doux. Le chemin qui mènera Rilke, des poésies mièvres de ses débuts aux élégies de Duino, commence avec Lou Andreas Salomé. Elle a 36 ans. Elle a été l'amie de Nietzsche. Elle est elle-même écrivain. C'est une femme libre, méprisant les convenances et les interdits de son milieu et de son époque. Rilke la rencontre en 1897. Il a quitté Prague, trop provincial, pour Munich, où il pense poursuivre la carrière d'homme de lettres à laquelle il aspire.
la rencontre avec Lou va tout changer. Elle l'aime, mais elle n'aime pas ce qu'il écrit. Elle n'y voit que de la facilité, de l'à peu près. Plus lucide, plus mûre que lui, elle le pousse à se retourner, à faire face à ses angoisses. Grâce à elle, il commence à comprendre, comme il le dira plus tard, que les vers ne sont pas des sentiments, que ce sont des expériences. Elle lui fait aussi découvrir la Russie, le pays où elle est née. C'est la première fois que Rilke échappe au monde allemand de son enfance. Il s'enthousiasme pour ce pays neuf, où tout lui paraît grandeur nature. Au retour de ce voyage, il écrit en une seule nuit ce fameux cornet qui le rendra célèbre. Puis il enchaîne avec les premiers poèmes du livre d'heures et trouve encore le temps d'apprendre le russe, car il prépare déjà un nouveau voyage en Russie. Le but de ce second voyage est une visite au comte Alexis Tolstoï. L'auteur de Guerre et Paix et d'Anna Karénine, retiré sur ses terres, a renoncé définitivement à la littérature, la condamnant comme une entreprise vaine et frivole, incapable de rendre justice à la vie réelle. Rilke a donné des versions contradictoires de cette rencontre. Dans ses lettres, il évoque comme il se doit l'émotion ressentie devant la noble figure, etc., etc. Mais dans son journal intime, il ne parle que de son désarroi quand le vieillard, coupant court à ses effusions, lui dit qu'écrire des poèmes ne sert strictement à rien. À quoi sert la poésie? Cette interrogation n'est pas la seule raison de son malaise. Ses relations avec Lou se sont dégradées. Elle ne supporte plus ses brusques sautes d'humeur, ses états d'exaltation suivis de périodes d'abattement profond. Elle a besoin de reprendre son indépendance. Elle écourte son voyage et regagne l'Allemagne. Rilke reste seul. Ce furent des journées sous la terre, dans l'humidité et la pourriture. Je crains que de telles journées n'appartiennent pas plus à la mort qu'à la vie. Cette absence d'espoir, cette suffocation de l'âme. Il fallait que je note cela pour mémoire. Dieu me vienne en aide. L'aide, Rilke la trouvera à Vorswede, une communauté d'artistes près de Brême, où il se réfugie à l'automne 1900. Il y rencontre Paula Becker, une jeune peintre qui revient de Paris, enthousiasmée par la découverte de Cézanne, et sa meilleure amie, Clara Westhoff, qui elle aussi revient de Paris, où elle a été pendant 1 an l'élève de Rodin. Elle lui parle de Rodin, de Cézanne, de Paris. Il leur lit ses poèmes, leur raconte la Russie et se remet lentement. En février 1901, Lou annonce à Rilke la rupture définitive de leur relation. En mars, Rilke annonce son mariage avec Clara. Il rêve avec elle d'une union de 2 artistes, poursuivant leur travail, mettant en commun leur solitude. Nulle part, ô bien-aimé, le monde ne sera comme à l'intérieur de nous-mêmes. Notre vie s'use en transfiguration. Et de plus en plus mince, le dehors disparaît. Là où jadis il y eut une maison durable, voici une image tout à fait du domaine des idées, comme si elle n'avait pas encore quitté le cerveau. Quelques mois après la naissance de leur fille Ruth, Rilke dresse un terrible constat d'échec. J'ai cru que du jour où j'aurais une maison, une femme, un enfant, réalité indéniable, cela irait mieux. J'ai cru que cela me rendrait plus tangible, plus évident. Mais même si tout cela existe, cette réalité me reste étrangère. Et ma famille n'est pour moi que des visiteurs qui refusent de partir.
En août 1902, c'est lui qui part pour Paris, seul. Il a cru que le réel c'était Lou, puis Clara et Ruth, mais en arrivant à Paris, il a la révélation. Le réel, c'est Rodin. Rodin, c'est le prétexte du départ à Paris. Rilke a reçu commande d'un texte sur le sculpteur. Il trouve chez lui un accueil chaleureux. Le maître le prend sous sa protection, lui prodigue des conseils. « Travailler, il faut toujours travailler », dit-il un jour à Rilke qui lui parle de ses angoisses. Et Rilke se met au travail. Des poèmes inspirés directement par Rodin, d'autres par sa découverte de Paris. Un nouveau cycle, où Rilke s'essaye à un langage plus concret, des poèmes-objets aussi matériels qu'une sculpture. Ce travail se poursuivra pendant des années et aboutira aux 2 volumes des Nouveaux poèmes, publiés en 1907 et 1908, et que Rilke, tout naturellement, dédiera à Rodin. Paris. L'épouvante s'emparait de moi devant tout ce que l'on appelle, par un malentendu indicible, la vie. Il y a le Paris de Rodin, mais il y a aussi un autre Paris, celui où Rilke vit, exilé, pauvre, dans cette solitude qu'il a choisie. Les laissés-pour-compte de la grande ville lui renvoient l'image de son propre déracinement, de l'échec de tout un pan de sa vie. La terreur que lui inspire le spectacle de la maladie et de la misère, Rilke décide de la retranscrire telle qu'elle, mais en prose. Les cahiers de Malte Laurids Brigg. Un roman, mais aussi libre qu'un poème. Le héros, un jeune poète exilé à Paris, habite à la même adresse que Rilke, partage ses souvenirs, ses espoirs, son angoisse, écrit mot à mot les mêmes lettres que lui, et passe indifféremment de l'allemand au français. L'existence est terrible dans chaque parcelle de l'air. Tu le respires avec sa transparence, et il se condense en toi, durcit, prend des formes pointues et géométriques entre tes organes. Car tous les tourments et toutes les tortures accomplis sur les places de grève, dans les chambres de la question, dans les maisons de fous, dans les salles d'opération, sous les arcs des ponts en arrière-automne, tous et toutes sont d'une opiniâtre indélibilité, tous subsistent et s'accrochent, jaloux de ce qui est, à leur effrayante réalité. Les hommes voudraient pouvoir en oublier beaucoup. Leur sommeil lime doucement ces sillons du cerveau, mais des rêves le repoussent et en retracent le dessin. Et ils s'éveillent, haletants, et laissent se fondre dans l'obscurité la lueur d'une chandelle, et boivent comme de l'eau sucrée cette demi-clarté à peine calmante. Car hélas, sur quelle arête se tient cette sécurité? Le moindre mouvement et déjà le regard plonge au-delà des choses connues et amies, et les contours, tout à l'heure consolateurs, se précisent comme un rebord de terreur. Incapable de supporter cette violence, Rilke fuit Paris et se met à sillonner l'Europe dans tous les sens. Il fait le grand écart pour essayer de tenir tous les bouts de sa vie à la fois. Clara et Ruth, qu'il va voir en Allemagne plusieurs fois par an, sa conférence sur Rodin, qui l'emmène à Dresde, à Prague, puis Leipzig, pour préparer avec son éditeur l'édition du Cornet, et l'hospitalité qu'on lui offre de ci de là, en Suède, au Danemark, en Italie, et qu'il accepte, dans l'espoir de trouver un peu de calme pour écrire, jusqu'à ce que la vague suivante le ramène à Paris.
En 1906, alors que son œuvre commence à être reconnue, ses relations avec Rodin se dégradent. Le rapport est trop inégal. Le poète sera même pendant quelques mois le secrétaire du maître, jusqu'à ce que celui-ci le chasse, comme, dit-il, un employé malhonnête. Mais ce qui tourmente Rilke, c'est Malte. En 1907, ce roman dont il attendait tant n'est toujours pas achevé, et cela suffit à ses yeux pour réduire à néant tous les nouveaux poèmes, tout le chemin parcouru en 10 ans. Peut-être sommes-nous ici pour dire maison, fontaine, pont, cruche, porte, verger, fenêtre, tout au plus colonne, clocher. Mais les dire, comprends-le, ou les dire de telle sorte que jamais au fond d'elles-mêmes ces choses ne puissent se douter d'être cela. Et comprendre ces choses qui vivent de s'en aller, les comprendre pour les louer. Périssables, elles cherchent secours auprès de nous, nous plus périssables encore. Elles attendent que nous les changions en notre cœur invisible, infiniment, en nous-mêmes, quelle que soit finalement notre nature. Terre. N'est-ce pas ceci que tu veux, renaître en nous, invisible? N'est-ce pas ton rêve d'être invisible une fois? Terre, invisible. Le dernier grand tournant des années parisiennes de Rilke est la découverte de Cézanne à l'occasion de la grande exposition consacrée à l'automne 1907 au peintre mort un an plus tôt. Ce qu'il apprend alors, il le raconte dans une dizaine de lettres qu'il écrit à Clara. À l'intérêt que Cézanne m'inspire, je mesure combien j'ai changé. Je suis en chemin de devenir un ouvrier. Un long chemin, sans doute, et je n'en suis qu'à la première borne. Néanmoins, je peux déjà comprendre le vieillard qui est allé si loin, seul, hors les enfants qui lui jetaient des pierres. Je suis retourné aujourd'hui voir ces tableaux. L'ambiance qu'ils créent est unique. On sent leur présence qui se referme sur vous comme une réalité colossale, comme si ces couleurs vous débarrassaient définitivement de toute incertitude. La conscience tranquille qu'on sait rouge, c'est bleu, leur véracité simple vous éduque. Pourvu que l'on se montre parmi eux parfaitement disponible, on dirait qu'ils font quelque chose pour vous. Et comme toute chose sont pauvres chez lui, les pommes sont toutes des pommes à cuire. Les bouteilles auraient leur place dans de vieilles poches évasées par l'usage. Ces fruits cessent entièrement d'être comestibles, tant ils sont devenus des choses véritables, car il a su ravaler son amour pour la pomme réelle et le mettre en sûreté pour toujours dans la pomme peinte. Trois semaines après avoir écrit la dernière lettre sur Cézanne, Rilke apprend le décès de la peintre Paula Becker, l'amie de Clara, morte en donnant naissance à un enfant. C'est elle qui, la première, lui avait parlé de Cézanne 6 ans plus tôt à Borswede. Puis il l'avait revue à Paris, où elle était venue comme lui, mener la vie difficile d'une jeune artiste en exil. Elle a peint son portrait. À la nouvelle de sa mort, il écrit :
Il y a de la mort dans la vie, et cela m'étonne qu'on prétende l'ignorer. La mort dont nous éprouvons l'impitoyable présence dans chaque changement auquel nous survivons parce qu'il faut apprendre à mourir lentement. Il faut apprendre à mourir. Voilà toute la vie. Et Rilke devient invisible. À partir de 1907, il refuse de se laisser photographier. Ces clichés pris à la dérobée par un de ses visiteurs sont les seules images qu'on ait alors de lui. On est à Paris, en 1910. Rilke vient d'achever Les Cahiers de Malte Lauritzbrigg, un livre d'avant Cézanne, ou plutôt, comme il le dit lui-même, le livre de cette découverte par quelqu'un qui n'était pas à la hauteur. Maintenant tout peut commencer, écrit-il. Après Malte, tous les champs sont possibles. C'est la rupture des amarres. La fiction de son histoire d'amour à distance avec Clara, fiction à laquelle il est resté obstinément fidèle, est finie. Lassée de son absence, elle demande le divorce. Coupé de ce lien, Rilke se remet en route. 2 ans de voyage. L'Italie, la France, l'Allemagne, mais aussi l'Afrique du Nord et l'Égypte. Et pendant tout ce temps-là, il n'écrit pas. Rien depuis Malte. Pour créer, il dit avoir besoin d'immobilité extérieure et d'agitation intérieure. Dans un endroit tranquille, loin des villes et des gens, de préférence dans une de ces vieilles demeures où l'accueillent volontiers ses amis et ses riches admirateurs. Mais au bout de quelques semaines, il ne tient plus en place. Il est toujours celui qui part, en amour aussi. Depuis sa séparation avec Clara, il s'est lancé dans une succession d'histoires passionnées, fulgurantes et brèves. Une phase de délire amoureux, puis invariablement la chute, l'impossibilité, la rupture. Un schéma qu'il ne peut s'empêcher de répéter avec une étonnante régularité, mais sans se faire aucune illusion sur cette routine de l'échec. Je ne suis pas capable d'être amoureux, écrit-il. Peut-être parce que personne ne m'a jamais bouleversé, peut-être parce que je n'aime pas ma mère. Lou Andreas Salomé. Rilke a renoué avec elle au pire moment de sa dépression parisienne. C'est à elle qu'en décembre 1911, il pose la question du recours à la psychanalyse. Elle connaît Freud, prend part au congrès de la Société internationale de psychanalyse et s'enthousiasme pour la nouvelle science. Mais elle connaît aussi Rilke et lui déconseille de commencer une analyse. Pendant tout le mois de décembre, Rilke insiste. Il est à bout, prêt à tout pour essayer de guérir. Puis subitement, il change d'avis. L'analyse n'aurait vraiment de sens pour moi que si je prenais au sérieux l'étrange arrière-pensée de ne plus écrire. Dans ce cas seulement, on aurait le droit de laisser expulser ces démons, puisqu'ils ne sont en effet dans la vie civile qu'un élément de trouble et de désagrément. La raison de ce revirement est simple. Rilke, après un silence de 2 ans, s'est brusquement remis à écrire. Et ces démons sont devenus des anges. La princesse Marie de la Tour est taxie. Après Lou, c'est l'amie la plus proche de Rilke. Elle a un château en Bohême, où elle l'a souvent accueilli. Elle a aussi un domaine aux confins de l'Empire austro-hongrois, sur le golfe de Trieste, près de Nabrézina. Duino. Le château. C'est ici que Rilke commence l'œuvre vers laquelle il tendait depuis des années et qu'il occupera jusqu'à la fin de sa vie. À Duino, le vent souffle en permanence. Tantôt le sirocco venant du sud, tantôt le bora qui descend des montagnes du karst autrichien. Ce jour-là, c'est le bora. Rilke a reçu une lettre de l'avocate Clara sur les modalités du divorce. Préoccupé, il sort du château pour réfléchir à la réponse, et soudain, dans les hurlements du vent, il entend une voix crier. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen?
Qui, donc, dans les ordres des anges, m'entendrait si je criais? Et même si l'un d'eux soudain me prenait sur son cœur, de son existence plus forte je périrais. Car le beau n'est que le commencement du terrible, ce que tout juste nous pouvons supporter et nous l'admirons tant parce qu'il dédaigne de nous détruire. Tout ange est terrible. Mieux vaut que je taise la montée obscure de l'appel. Qui oserons-nous donc appeler? Ni les anges, ni les hommes. Et les malins animaux remarquent déjà que nous ne sommes pas à l'aise dans ce monde défini. Peut-être nous reste-t-il un arbre sur une pente. Le revoir chaque jour. Il nous reste la rue d'hier et la fidélité d'une habitude qui s'étend plus chez nous, n'en est plus répartie. Et la nuit, oh la nuit, lorsque le vent chargé d'espace nous mord le visage, à qui ne serait-elle pas la tant désirée, la doucement décevante, cette part difficile des cœurs solitaires? Est-elle plus légère aux amants? Hélas, l'un à l'autre, ils se cachent leur destin. Ne le sais-tu pas encore? Weißt du's noch nicht? Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen. Vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigem Flug. Rilke écrit les 2 premières élégies en quelques jours, dans un état d'exaltation. Il sait déjà que ce n'est que le début d'un ensemble beaucoup plus vaste, qu'il pressent, mais qu'il n'a pas la force de réaliser. À 37 ans, il est épuisé par la tension qu'il s'impose. Son corps, accablé de malaise, n'est plus capable d'écrire. En mai 1912, il fuit Duino, laissant inachevée la tâche qu'il s'est assignée, agrandir le monde d'ici de sa plus vaste moitié, de ce qu'on appelle la mort, mais qui n'est en fait que la face de la vie détournée de nous. Quand la guerre éclate, en août 1914, Rilke se trouve par hasard en Allemagne. Il y restera 5 ans, piégé, prisonnier de ce monde allemand qu'il n'a eu de cesse de fuir. La France, l'Italie, la Russie, ces pays d'élection sont tous dans le camp ennemi, tandis que son poème de jeunesse, ce fameux Cornette, est applaudi dans les soirées patriotiques. À quoi sert la poésie? Il n'a rien écrit depuis Duino, depuis 1912. Son monde est en ruine. Rilke, pour la première fois, se met à douter. À quoi sert la poésie? Quel sens cela a-t-il de dire « Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire » alors que des centaines de milliers d'hommes meurent sans qu'aucune question ne soit posée? Le choix de la poésie à laquelle il a tout sacrifié est-il encore légitime à l'heure de la guerre industrielle et de la mort en masse? Qu'y a-t-il de commun entre ce monde-là et le travail du poète? Nous sommes les abeilles de l'invisible. Nous butinons le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche de l'invisible. L'ange des élégies n'a rien à voir avec l'ange du ciel chrétien. Il est la créature chez qui la transformation du visible en invisible est déjà accomplie. C'est pour cela qu'il est terrible pour nous, qui restons encore attachés au visible, que nous aimons et nous transformons. Des ruines et des tombes. En 1917, c'est tout ce qui reste du château de Duino, totalement détruit lors de la 11e bataille de l'Isonzo, opposant l'armée italienne aux troupes de l'Empire austro-hongrois, troupes dans lesquelles Rilke lui-même se trouve enrôlé. Son statut de grand poète lui évite d'aller au front. Il en est quitte pour 6 mois aux archives de la guerre à Vienne. Sous l'uniforme autrichien, rattrapé par le cauchemar de l'école militaire de son enfance.
De tous ces regards, le vivant perçoit l'ouvert. Seuls nos yeux à nous sont à l'envers, posés comme des pièges autour des issues. Ce qui est dehors, nous ne le savons que par le regard des animaux. Car très jeune, nous retournons l'enfant, l'obligeant de voir des formes derrière lui. Il n'apercevra point l'ouverture profonde dans le regard de la bête libre de mort, car nous n'avons Dieu que pour la mort. La bête libre a toujours sa fin derrière elle et Dieu devant. Lorsqu'elle marche, elle va d'un pas éternel comme s'écoulent les fontaines. Nous n'avons jamais, pas même un jour devant nous, ce clair espace où s'ouvrent sans fin les fleurs. C'est toujours le monde, et jamais ce nulle part sans néant. Et nous, spectateurs, toujours et partout, tournés vers tout cela, et jamais vers le large. Nous en sommes débordés, nous y mettons de l'ordre, tout s'effrite, nous l'ordonnons à nouveau, et nous tombons nous-mêmes en poussière. Qui donc nous a retournés de la sorte que, quoi que nous fassions, nous avons toujours l'air de celui qui s'en va? Rilke ne quitte l'Allemagne qu'au printemps 1919. La guerre a pris fin, la révolution a balayé l'Allemagne impériale, la guerre a repris, la guerre civile. L'innocence du poète est telle que quand Munich est reprise par les bandes de soldats nationalistes qui fusillent à tour de bras, il oublie d'enlever de sa porte l'affichette qui le place sous la protection de l'éphémère République des conseils ouvriers. Sa célébrité seule le sauve. On le laisse partir pour la Suisse, où il se remet à errer, cherchant toujours ce qui lui manque. Un toit, une compagne, des élégies. Tout cet hiver, je l'ai su, il faut me concentrer sur quelque chose. Malheur, c'est la pire perte. Avoir perdu une chose inconnue, indevinable. Rilke en Suisse, peint par Baladine Klosowska, le dernier grand amour de sa vie. Il aime Baladine, il aime aussi ses deux enfants, l'un deviendra le peintre Balthus, l'autre l'écrivain Pierre Klossowski. Rilke leur lit le destin dans des taches d'encre, leur écrit des comptines. Oui, j'ai vu, compère, qu'as-tu vu? J'ai vu un museau qui était château au cœur d'un verger, compère, vous mentez. Écrit au dos de 3 cartes postales. Museau, dans le Valais, un autre château que de riches admirateurs offrent à Rilke en 1922. Pour la première fois, Rilke est chez lui. Et le miracle se produit. En moins de 2 semaines, comme autrefois à Duino, tous les fragments, tous les bouts de papier rescapés de ces 10 ans de silence prennent enfin sens. Tout, même les souvenirs du premier voyage en Russie, trouvent subitement sa place. Rilke est enfin au bout de son véritable voyage. 10 élégies, une 40aine de pages pour nous réconcilier avec le monde. Pourquoi, s'il est possible d'accomplir le temps de l'existence comme fait le laurier par un vers plus sombre que tout autre vers, et ses ondulations légères en bordure des feuilles, tel un sourire du vent. Pourquoi faut-il alors être rivé à l'humain, fuir le destin tout en l'appelant? Parce qu'être ici est beaucoup.
qu'apparemment tout ici a besoin de nous, ces choses éphémères, étrangement nous concernent, nous les plus éphémères. Une fois, chaque chose, seulement une fois. Une fois et jamais plus. Et nous aussi, une fois, jamais plus. Mais ceci, avoir été une fois, même si ce ne fut qu'une fois, avoir été de cette terre, cela semble irrévocable. Einmal, une fois. Une fois et jamais plus. Les élégies achevées, Rilke prend congé de sa langue maternelle. Il est allé au bout. Il a maîtrisé l'allemand, il en a fait une langue qui n'appartient qu'à lui. Mais il ne veut pas être un maître, il veut encore apprendre, être à nouveau un débutant. À partir de 1922, il écrira et publiera en français, comme s'il recommençait une nouvelle vie. Cette seconde vie ne durera que 4 ans. Jusqu'en 1922, Rilke a tenu, porté par le projet des élégies. Les élégies terminées, plus rien ne le protège. La maladie se déchaîne. Je me sens quelquefois comme le doux reflet d'une chose qui n'existe plus. Évidemment, je suis malade, mais la maladie n'est-elle pas le départ le plus décidé de la nature vers sa santé ? En 1926, la maladie est identifiée. C'est une leucémie. Jusqu'à la fin, Rilke refuse tout médicament qui pourrait soulager la douleur. Il veut rester lucide, continuer à écrire. Tous mes adieux sont faits. Tant de départs m'ont lentement formé dès mon enfance. Approche. Dernière chose que je te reconnaisse. Mal incurable dans l'étoffe de la peau. De même qu'en esprit j'ai brûlé, ouais, je brûle en toi. Le bois longtemps a refusé de consentir aux flammes que tu couves. À présent je te gave et brûle en toi. Ma douceur de ce monde, quand tu fais rage, devient rage infernale d'autres mondes. Naïvement pur d'avenir, je suis monté sur le bûcher trouble de la douleur, sûr de ne plus acheter d'avenir pour ce cœur où la ressource était muette. Est-ce bien encore moi, celui qui brûle, méconnaissable? Je n'y traînerai pas de souvenirs. Ô vie, ô vie, être dehors, et moi en flamme, nul qui me connaisse.